Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un vieux problème, celui de la quadrature du cercle. Le problème est simple, en tout cas son énoncé est simple. Il s'agit de savoir si on peut construire géométriquement, par exemple à la règle et au compas, un carré qui a la même surface que le cercle de rayon 1. Vous voyez à gauche le cercle de rayon 1, c'est notre modèle. On veut, par une construction, cons, point d'interrogation, on ne sait pas laquelle, savoir si on peut construire le carré que vous voyez à droite. Ce carré doit avoir la même surface que le cercle ou le disque à gauche. C'est un vieux problème, évidemment, qui date de l'Antiquité. Le géomètre grec avait déjà essayé de s'attaquer à ce problème. Et évidemment, ce problème est très connu et vous en connaissez peut-être la solution. La solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. On ne peut pas trouver de telle construction. Mais comment les mathématiciens peuvent-ils arriver à une telle conclusion? Comment les mathématiciens peuvent-ils démontrer formellement, et rigoureusement qu'une telle construction n'est pas possible? Alors on peut formuler le problème un peu différemment en termes de nombres constructibles. Alors je vous donne un exemple très simple de nombre constructible. C'est un exemple très simple, mais c'est un exemple générique. Le nombre racine de 2 est constructible à la règle et au compas. Vous voyez ici pourquoi. J'ai tracé, à la droite de ce dessin, de ce tableau plutôt, j'ai tracé cette figure et vous voyez tout simplement un triangle rectangle dont les deux côtés sont 1. Vous savez que par le théorème de Pythagore, l'hypoténuse a une longueur de 2, de racine de 2. Et donc, comme vous pouvez, avec un compas seulement, ou avec une règle et un compas, tracer par exemple, une ligne orthogonale à une autre. Je vous montre par exemple ici comment vous pouvez construire la médiatrice de 2 points, simplement avec un compas, hein. Justement, en joignant ce point-là, vous tracez des arcs de cercle égaux ici, d'accord? Vous savez que ce point est à même distance ici et là. Similairement, ce point est à même distance ici et là. Et en joignant ces 2 points, vous obtenez effectivement, une construction d'un angle droit. Et en combinant ceci encore avec votre compas que vous ouvrez à 1, vous voyez que vous pouvez facilement donc construire ce segment-là que je vous mets en vert. D'accord? Donc on dit que le nombre racine de 2 est constructible à la règle au compas. Et c'est une construction générique. Alors évidemment, logiquement, vous pouvez déduire des nombres constructibles que vous avez déjà construits, d'autres nombres constructibles. C'est ce que j'ai marqué dans ce schéma, d'accord? Une fois que vous avez un ensemble de nombres constructibles, vous pouvez étendre et utiliser les nombres que vous avez déjà pour étendre votre univers C de nombres constructibles à la règle au compas. Et on a en fait un théorème fondamental suivant, qui est le théorème de Wenzel, qui dit qu'un nombre est constructible à la règle et au compas si seulement si on peut trouver une tour de Cor. Alors je vais vous expliquer plus tard ce que signifie le mot Cor, qui sont des extensions algébriques de degré 2 du corps précédent, telles que, alors vous avez donc cette suite de corps imbriqués les uns dans les autres, le corps L1 incluant le corps L2, etc., jusqu'au corps LK. Chacun est obtenu exactement de la manière dont je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez une extension quadratique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les racines des nombres précédents. Et à la fin, vous avez un corps où vit votre nombre z. D'accord? Donc si vous pouvez, de cette façon, en augmentant progressivement, en prenant les racines de votre corps précédent, des éléments de votre corps précédent, une extension de degré 2 de votre corps précédent, si vous pouvez arriver à un corps où vit le nombre z, alors il est constructible. Z est un nombre constructible à la règle au compas. Évidemment, il faut commencer cette tour de corps par un corps particulier. Alors, on commence typiquement par le corps des rationnels. Alors, juste une
une introduction très rapide au mot corps. Vous savez qu'en algèbre, on a plusieurs types de structures. Alors, des exemples bien connus sont les groupes. Et des structures, donc, quand on parle de structure, on parle simplement d'ensembles munis de certaines opérations qui ont certaines propriétés. Et les mathématiciens définissent des structures qui sont de sophistication croissante. Par exemple, les groupes. Pour les groupes, vous avez une opération, traditionnellement notée plus, en tout cas quand l'opération commute, c'est-à-dire que A plus B est égal à B plus A. Puis vous avez la notion d'anneau, et vous avez la notion de corps. Pour donner simplement 3 exemples de structures très simples. Alors, dans l'anneau, vous avez 2 opérations, et dans le corps, contrairement aux anneaux, vous avez le groupe vous avez les éléments qui sont non nuls, distincts de l'élément neutre de l'addition, forment un groupe. Donc vous avez en fait un groupe additif et un groupe multiplicatif dans un corps. Alors ça, ces trois structures, hein, ne sont que 3 structures parmi bien d'autres, évidemment. Je peux citer les idéaux, les modules, les espaces vectoriels, et les algèbres, par exemple, hein, justement pour aller un peu plus loin. Et évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on parle d'un corps ici, hein, Q, ça veut dire que Q, c'est l'ensemble des fractions, P sur Q, où P et Q sont des entiers. Et traditionnellement, on note les entiers Z, les entiers relatifs Z, entiers positifs ou négatifs. Alors, une conséquence du théorème de Wenzel, bien sûr, c'est que, une conséquence importante, c'est que si la quadrature du cercle existe, donc il y a un gros si ici, alors pi, d'après le théorème obéit au théorème de Wenzel, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le construire comme habitant, si vous voulez, le grenier d'une tour de corps, imbriqués les uns dans les autres, qui s'étendent les uns les autres par rapport les uns par rapport aux précédents, d'accord? Et en particulier, on doit pouvoir trouver un polynôme à coefficient entier relatif, hein, tel que le nombre pi annule le polynôme. Donc c'est la caractérisation des nombres qu'on appelle algébriques ici, d'accord? Donc tous les nombres algébriques ne sont pas des nombres constructibles et à la règle de compas, mais les nombres constructibles à la règle de compas sont algébriques. Ensuite, alors après le théorème de Wenzel, donc il y a un trou dans cette recherche sur la quadrature du cercle. Par contre, on ne sait pas comment s'y prendre. Personne ne parvient à résoudre le problème, puis une énorme percée est réalisée par le mathématicien Charles Hermite. Charles Hermite, un mathématicien qui est né à Dieuze, on parle de Lorraine ici, il a fait ses études à Nancy, il a fait l'école polytechnique, il est devenu ensuite lui-même professeur à l'école polytechnique, et il a eu évidemment des élèves prestigieux, ne serait-ce, on peut mentionner par exemple Poincaré. Donc Henri Poincaré, probablement un des plus grands mathématiciens du début du XXe siècle. Alors Charles Hermite était un mathématicien vraiment remarquable, qui était surtout intéressé par la théorie des fonctions elliptiques, par l'algèbre, et il a développé donc un cadre, une technique extrêmement puissante qui lui a permis pour la première fois de démontrer la transcendance d'une constante des mathématiques. Alors, il n'est pas le premier à avoir parlé de transcendance, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transcendance? Quand dit-on qu'un nombre est transcendance? Quand il n'est pas algébrique, quand on ne peut pas le construire, ou quand on ne peut pas trouver de polynôme à coefficient entier dont il soit la racine. C'est ça un nombre transcendant. Donc, Hermite a dégagé un cadre très puissant, entièrement nouveau, et cette méthode due à Hermite, non seulement a permis à Hermite de prouver un résultat fondamental qui est celui de la transcendance de E. E ne peut pas être le zéro d'un polynôme à coefficient entier, positif ou négatif, les entiers relatifs.
Mais en plus, cette méthode de Hermite, on peut dire qu'elle forme la base de tous les théorèmes importants, sur les nombres transcendants. D'accord? Donc, je répète, les nombres transcendants sont les nombres non algébriques. Et puis, pour finir cette introduction historique au sujet qui nous intéresse, la quadrature de cercle, je vais juste mentionner donc la première preuve de l'existence d'un nombre transcendant. Elle est donnée par Liouville, qui simplement construit le nombre de Liouville, qui est très simple, qui consiste à mettre un 1 à chaque rang factoriel. Donc factoriel 1, factoriel 2, factoriel 3, etc. Autrement, vous mettez les zéros dans la suite des nombres des chiffres de développement décimal de ce nombre. Et en fait, donc, vous pouvez écrire simplement le nombre de Liouville de cette façon. Hein, tout simplement comme une série infinie qui est présentée sur le tableau ici. D'accord? Alors, il n'est pas très difficile de montrer que ce nombre est transcendant. L est transcendant. Mais bien entendu, il s'agit d'un exemple très artificiel. Donc, la deuxième approche des nombres transcendants est un théorème abstrait qui est prouvé par Georg Cantor par des moyens combinatoires, notamment son fameux procédé diagonal. Et Cantor va montrer que presque tout nombre est transcendant. Il ne cherche pas à en expliciter un exemple particulier. Donc, si on revient à Hermite, hein, et c'est là qu'on a vraiment une contribution fondamentale, hein, on va dire. Bien sûr, Liouville a montré qu'un nombre transcendant existe. Cantor a montré qu'il y en avait beaucoup, ou pratiquement tous les nombres sont transcendants. Si on prend un nombre au hasard, il est transcendant. Mais il reste que pour les mathématiciens, évidemment, ce qui est plus intéressant, ce sont les exemples concrets. Donc, la preuve de transcendance de E arrive comme un coup de tonnerre, on va dire. Alors ensuite, très rapidement, les mathématiciens les plus chevronnés, qui ont compris la preuve des Hermites, vont s'en emparer, et donc il va y avoir une explosion de résultats, et en particulier un fameux théorème dû à Lindemann et Weierstrass, qui reprennent la preuve des Hermites, et qui montrent... Alors, Lindemann est le premier à montrer que pi est transcendant. Alors, en montrant que pi est transcendant, d'accord, Lindemann conclut, essentiellement en 2000 ans d'histoire des mathématiques, ou plus de 2000 ans d'histoire des mathématiques, puisque pi étant transcendant, il n'est pas constructible à la règle au compas et la quadrature du cercle est impossible. D'accord? Et c'était la motivation, la démonstration de cette transcendance était la motivation principale de cette vidéo, puisque nous sommes le 14 mars 2024, c'est donc le jour de Pi, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Lindemann et Weierstrass ont obtenu un théorème très général, encore élargi par Guelfond, puis par Baker, et l'histoire se termine environ en 1970, quand Alan Baker reçoit la médaille Fields, exactement en 1970. Alors, que dit ce théorème général, hein? Il dit tout simplement que si vous prenez... Alors, on a vu que E était transcendant, et regardez maintenant comment on va opérer la généralisation. Et bien, supposons qu'on prenne des nombres algébriques, alpha i, d'accord, et encore des nombres algébriques distincts, bêta i. Alors évidemment, les bêta i doivent être différents les uns des autres. C'est vraiment une chose mineure. Parce que sinon, si vous prenez le même nombre bêta, vous pouvez faire E bêta moins E bêta égale 0. Évidemment, ça, c'est toujours possible. Donc, on va supprimer ce cas-là, et on va prendre des bêtas qui sont distincts. D'accord? Distincts. Et donc, ce qui est important, c'est que les alpha i et les bêta i sont algébriques. Hein? Donc, les alpha i et les bêta i sont algébriques. Supposons qu'on ait une combinaison comme ça qui soit nulle. Alors, automatiquement, tous les alphas sont nuls. Donc, on peut exprimer ça comme ça. On peut dire qu'il y a une forme d'incompatibilité fondamentale entre les nombres algébriques et les nombres exponentiels,
ils ne peuvent pas générer de relations comme ça, de relations linéaires. Il y a une sorte d'indépendance, ou de liberté, si on veut, des nombres E puissance algébrique, hein, quand on les regarde sur le corps des nombres algébriques, alpha i, parce que les nombres algébriques forment un corps. Ce qui d'ailleurs n'est pas un ce qui d'ailleurs n'est pas un ce qui est un bon exercice. Alors question, comment prouve-t-on que pi est transcendant, par exemple, hein, on peut se poser la question, comment prouve-t-on que E est transcendant et comment prouve-t-on un théorème de ce style à la Becker? Et donc, on va s'intéresser à ça dans la prochaine section. Alors, je vais commencer par la transcendance de E, d'accord? Et je vais vous guider pour vous montrer comment on montre la transcendance de E. Alors, on part en fait avec une chose très simple, hein, qui est essentiellement l'étude de. Alors, ça, c'est une idée de Hermite. On parle d'une chose très simple qui est l'étude de ce type d'intégrale, ici. Et alors, si on regarde donc ce type d'intégrale, je vais peut-être changer ma couleur pour que je puisse avoir du noir ici. Voilà. Oui. Donc, regardez cette intégrale. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, bon, si vous êtes un petit peu familier avec le calcul intégral, hein, toutes les notions de la preuve sont abordables au niveau, on va dire, terminal, hein. Ça, c'est le niveau de mathématiques qu'on utilise. Mais évidemment, le niveau de culture mathématique dépasse celui de terminale, hein. Tout élève de terminale n'a pas, n'a pas l'étendue, de la culture mathématique même aujourd'hui, d'un Charles Hermite ou d'un Lindemann, Karl Lindemann, OK? Donc, regardons un petit peu cette intégrale. En fait, ce qui nous intéresse, et on le comprend bien, on veut s'intéresser à la transcendance de E. Donc forcément, on va s'intéresser aux relations entre entre la fonction E puissance z, ou E puissance x, si vous préférez, et les polynômes. D'accord? Alors, ce qui est assez très intéressant, c'est que d'abord, heu, au niveau du comportement par rapport à la dérivée, les polynômes et la fonction exponentielle se comportent de manière très différente. L'exponentielle est sa propre dérivée. Donc on a une sorte de côté fractal, si vous voulez, de Ex, puisque c'est sa propre dérivée. Alors ça, c'est la première propriété fondamentale qu'on va utiliser. Quant aux polynômes, eux, quand on les dérive, ils perdent un degré, et donc on n'a pas cette propriété d'invariance, et on a une forme de nilpotence, si on veut, puisque éventuellement, en dérivant jusqu'à un certain point, on arrive à 0. D'accord? Alors, en mathématiques, il y a de nombreux objets qui sont construits à partir de l'exponentielle et des polynômes, et je peux en citer un, puisque j'enseigne les probabilités, c'est la fonction gamma. La fonction gamma, c'est un très bon exemple de distribution. Enfin, la distribution gamma, c'est un exemple, et la fonction gamma aussi d'ailleurs, sont des exemples d'objets qu'on utilise en mathématiques et qui combinent effectivement les polynômes et l'exponentielle. Alors, quand on sait l'importance de la fonction gamma, si vous vous rappelez, la fonction gamma augmente, c'est une invention de Leonhard Euler, c'est une extension de la fonction factorielle, hein. Elle possède des propriétés absolument fondamentales. C'est la base de la formule de Stirling, etc., etc. Donc évidemment, les relations entre par exemple, pi et la fonction gamma sont nombreuses. En particulier, la fonction gamma évaluée en 1,5 vaut racine de pi. Donc ça vous donne une idée des relations entre l'exponentielle et pi, et la fonction gamma.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, quand on regarde, une intégrale de ce type, on voit ici on va prendre un polynôme et là on a simplement une décroissance exponentielle. D'accord? Eh bien, on peut très facilement démontrer la formule suivante, hein, tout simplement, en utilisant une intégration par partie. D'accord? Alors que représente f ici? F, c'est simplement la somme des dérivées et on sait que jusqu'à un certain moment, cette somme, les dérivées s'annulent. On va aller on a besoin de dériver jusqu'au degré du polynôme. D'accord? Alors on peut aussi réécrire, on peut réécrire cette équation de la manière suivante. Et donc cette équation-là, ça va vraiment, nous, constituer la base, du raisonnement de Hermite et j'essaierai de conclure cette vidéo par une autre section où je vous où je creuse un petit peu cette relation ici et je vous décris un petit peu le cadre, dans lequel, elle a d'abord été utilisée. D'accord? De proche en proche, Hermite a fini par l'utiliser dans sa preuve de la transcendance de E. Rappelons-nous que c'est ça qui nous intéresse, hein. Ce résultat a été obtenu par Hermite en 1873. Voilà. Et en fait, cette formule-là peut être utilisée pour approcher E. D'accord? Alors, pour essayer d'approcher de E ou même une puissance de E par des fonctions rationnelles et, et par des antirationnels et par des fractions rationnelles, donc des nombres de Q. Pour comprendre ça, c'est pas très difficile. Si vous imaginez que vous preniez un polynôme f, ce polynôme-là, imaginez que vous le preniez à coefficient entier, clairement, toutes les fonctions ici, f et grand F, vont être des polynômes à coefficient entier, d'accord? Donc si vous évaluez maintenant la fonction grand F en un entier, ici, vous prenez un entier, donc z est un entier, vous voyez que alors, vous voyez apparaître un entier ici, c'est très important, un entier ici, et vous avez ici e puissance un entier. Hein. Donc, et là, vous avez probablement ce que vous pouvez appeler un résidu ou un reste, d'accord, ou un terme d'erreur. Donc, vous voyez très bien que cette relation-là est reliée au problème de l'approximation d'une puissance de E par une fraction rationnelle, d'accord? Ou même plus généralement par une fraction rationnelle en tant que fonction ou par une fraction rationnelle en tant que nombre dans Q. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. D'accord? Alors là, nous, on va s'intéresser à l'utilisation de cette formule et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger, vous allez voir pourquoi, on va s'arranger pour que f s'annule pour les n premiers entiers. Donc comment faire ça? C'est très simple. Vous prenez le produit de t par t-1, par t-2, par t-m, et donc cette fonction f de t s'annule pour les n premiers entiers. D'accord? Et donc, si non seulement cette fonction s'annule pour les n premiers entiers, mais aussi, euh, vous allez maintenant prendre cette fonction à la puissance. Vous avez élevé chaque monôme, comme t-2, t-1, etc., t, t-m, à une puissance p avec un nombre p qui va être un nombre indéterminé. C'est un paramètre de contrôle qu'on se réserve le droit de changer. Donc p est quelconque. Alors évidemment, si vous faites ça, vos racines, 0, 1, 2, m, deviennent des racines multiples de ce polynôme. D'accord? Et alors là, on va diviser par p-1 factoriel. Vous allez voir pourquoi ensuite. En fait, la division par p-1 factoriel n'est pas essentielle parce qu'on pourrait simplement développer la preuve
en ignorant ce facteur et simplement en formulant la conclusion un petit peu différemment. Mais ça nous donnerait exactement la même preuve. Donc, pour réitérer, on construit un polynôme qui s'annule dans les premiers entiers de 1 à m, de 0 à m, 0, 1, 2, m. Donc c'est un polynôme. Évidemment, ce polynôme est un polynôme à coefficient entier divisé par, et on divise tous les coefficients par p-1 factoriel. Et en plus, on a une multiplicité qu'on peut régler comme on veut, ce qui veut dire que beaucoup de dérivés de f vont être nuls. La plupart des dérivés de f vont être nuls, en tout cas pour des ordres de différenciation peut-être pas trop élevés. Donc, et vous voyez aussi que on fait attention de prendre une multiplicité légèrement différente, p-1, pour la racine nulle, comparée aux autres. Et vous verrez que ça joue un rôle clé dans la preuve. Donc là, maintenant, on a donc ce polynôme. Il est essentiellement un polynôme à coefficient entier, hein, mais on divise simplement tous les coefficients par ça, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, p-1 factoriel f de t est un coefficient entier. Voilà. Voilà. Et on a ce degré, évidemment. Et on a, comme je vous l'ai dit, alors, si on dérive maintenant, si on regarde les dérivés, alors on va être intéressé à évaluer les dérivés soit en 0, soit sur un entier. D'accord? Et on va surtout être intéressé par les entiers entre 0 et m. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est tout l'intervalle 0, 1, 2, m. D'accord? OK. Et m, comment m est choisi? Ben, m, c'est tout simplement, le degré du polynôme minimal. Donc, on va supposer par l'absurde, hein, essentiellement, on suppose par l'absurde qu'on a un polynôme. On veut démontrer qu'il est impossible d'avoir un polynôme comme ça, qui s'annule avec tous les CI à coefficient entier. Hein. M, il faut s'imaginer que M, c'est le degré du polynôme minimal, le polynôme du plus petit degré qui annulerait E. Alors, c'est très facile de démontrer que la dérivée d'ordre p-1 en 0 n'est pas nulle. Et on a beaucoup de dérivées nulles ici, simplement dû aux multiplicités. Hein. Donc, si on dérive jusqu'à l'ordre p-2 en J0 et jusqu'à l'ordre p-1 en tous les autres J, de 1 à m, on a des dérivées nulles. D'accord? Alors, f, qui est associé à f, la fonction associée à f, de la même manière, on a montré comment calculer cette fonction f ici. D'accord? Donc, pour le choix de f qu'on a fait, le petit f qu'on a fait, on peut calculer le grand f. D'accord? Et évidemment, tous les grands f appliqués à un i quelconque sont entiers. Alors, ça, c'est facile à montrer. Ça vient simplement du fait que si on prend un coefficient, si on prend un polynôme à coefficient entier, d'accord, la dérivée km du polynôme divisé par factoriel k est encore un polynôme à coefficient entier. Même si on divise par factoriel k, en fait, on fait apparaître les coefficients des binômes. Et là, je vous donne un exemple. Si vous dérivez 3 fois x puissance n, d'accord, vous obtenez ça. D'accord? Ça, simplement en appliquant la règle de la dérivée. Et vous reconnaissez que ce nombre-là doit être un entier. Vous reconnaissez un binôme, un coefficient binomial. C'est n, c'est le coefficient binomial n3, qui appartient à z.
Donc, forcément, on a ce résultat ici. D'accord? Et en appliquant en appliquant ce résultat à la fonction g qui est justement le produit de p-1 factoriel par f de t, d'accord? Et en appliquant ce qu'on a dit plus haut, d'accord? On voit que automatiquement tous les grands f appliqués à 0, 1, 2 et m sont des entiers. D'accord? Donc ça, c'est le premier résultat. Par ailleurs, on peut aussi, sur l'intervalle 0m, donc quand 0 est inférieur à t inférieur à m, on peut majorer, bien entendu, la fonction petit f de t par m puissance n divisé par p-1 factoriel. Tout simplement, on remplace t, la valeur absolue de t qui est égale à t, on la remplace par m, on remplace t par m. Et n est le degré du polynôme f. D'accord? Donc en combinant ça avec le fait que l'intégrale de 0 à j de e moins t dt, qui est égal à 1 moins e puissance moins j, bon, on peut prendre la borne 1, d'accord? On en déduit que si on intègre notre fameuse intégrale modèle, d'accord, la valeur absolue de notre intégrale modèle est plus petite que n puissance n divisé par p-1 factoriel. D'accord? OK. Alors maintenant, on va donc s'intéresser à cette combinaison grand C qui est égal à C0 plus C1E plus CMEM, d'accord? Et tous les C sont dans Z, d'accord? Et il nous faut montrer que C ne peut pas être nul. C'est ça notre but. On ne peut pas avoir de polynôme à coefficient entier qui annule E. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement multiplier ici, là. On va multiplier à gauche et à droite par F0 et on va remplacer F0 par son expression. Puisqu'on sait, d'après ce qu'on a vu plus haut, on sait qu'on peut calculer F0 à partir de cette expression-là. D'accord? Ici. Donc rien ne marche pas. Je vais essayer de... Voilà. OK? Donc, en multipliant cette expression-là à gauche et à droite par F0 et en remplaçant, d'accord, on obtient cette relation-là. D'accord? On a CF0 égale à C0F0, etc. Plus un reste. D'accord? On sait que tous les coefficients petits c, C0, C1, etc., sont, C1 ici, sont des entiers. D'accord? Alors, d'après notre majoration, ce terme-là, celui-là, là, d'accord? Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Alors, OK. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante, d'accord? Donc ici, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on multiplie tout simplement cette équation-là, d'accord? Pour être plus précis,
on va prendre z égale 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et on va multiplier par le CI, d'accord? Si je veux être plus précis. Donc ici, d'accord, c'est la raison pour laquelle vous obtenez cette équation-là, d'accord? Si vous supposez ceci, d'accord? Voilà. Donc là, vous avez maintenant A, ce terme grand A, qui est plus petit que, qui est borné par ceci, hein. Alors, les C sont fixés, les petits c sont fixés, M est fixé. La seule chose qui n'est pas fixée, c'est P. Donc, en faisant tendre P vers l'infini, vous voyez bien que le nombre grand A tend vers 0. D'accord? Donc, si le nombre grand A tend vers 0, d'accord, très clairement, vous pouvez vous arranger pour qu'il soit plus petit que 1 en valeur absolue, et c'est ce que j'ai marqué ici. D'accord? Donc, vous pouvez régler P de sorte à avoir ça. D'accord? Alors, maintenant, pour arriver à une contradiction, d'accord, on va montrer que ce nombre-là, donc la combinaison des CI, FI, d'accord, on sait que c'est un entier, mais on va montrer que cet entier ne peut pas être nul. D'accord? Et là, effectivement, on obtiendra une contradiction, puisqu'on aurait CF0 égale un entier non nul plus, donc, que j'appelle n ici, plus A qui tend vers 0. D'accord? Donc, si n n'est pas nul, hein, si C est nul et que A tend vers 0, on trouverait que n serait nul. D'accord? Et ce qui serait une contradiction. D'accord? Donc, on va montrer que, puisque ici, n serait non nul et nul en même temps. Et n nul, non nul. D'accord? Alors, il nous faut montrer, pour arriver à une contradiction, que ce nombre-là, ici, n'est pas nul. Et on aura fini. Tous les FJ sont des entiers. Et S0 appartient à Z aussi. D'accord? On rappelle ici les dérivés qui sont nuls et la dérivée qui n'est pas nulle. Alors l'idée, c'est de prendre un nombre P premier assez grand, d'accord? Et, en fait, ici, toute cette combinaison de nombres, ici, excusez-moi, est congrue, modulo P, à le seul terme qui n'est pas 0 modulo P, c'est le terme qui est obtenu à partir de la dérivée d'ordre K, celui-là. D'accord? Donc, on en conclut que ce nombre-là, dont on cherche à déterminer, qui n'est pas nul. On en conclut qu'il n'est pas nul, en effet, puisqu'il n'est pas divisible par P, n'étant pas congru à 0 modulo P. Et c'est la fin de la démonstration. On a donc montré que C ne peut pas être nul, et on a fini la preuve de la transcendance de E sur Q. Alors, juste un petit détail, en fait, Hermite n'a pas utilisé exactement le même polynôme. Il a ce polynôme-là que nous avons choisi, avec des multiplicités qui sont 0, P-1, P, 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 etc., n'était pas le système choisi par Hermite. Il a choisi un système plus général, d'accord? Et l'argument de la primalité, il a été développé par celui-là. Il a été développé par Hilbert. Le raisonnement de Hermite était un petit peu différent. Alors, la preuve de Hermite a été adaptée ensuite, notamment par Hurwitz, d'abord Lindemann, bien sûr, et puis ensuite par Hurwitz pour montrer la transcendance de pi.
Et c'est donc ce que je vais faire, hein. Maintenant, je vais vous montrer, on va passer à la preuve de la transcendance de pi. Donc c'est la preuve, on va regarder la preuve de Lindemann. OK. Alors vous allez voir que dans la preuve de la transcendance de pi, la ressemblance avec la preuve de Hermite est frappante, mais il y a un élément nouveau. J'essaierai de vous dire où se trouve la différence. Donc maintenant, on va supposer par l'absurde que pi est transcendant. On va considérer, alors si pi est transcendant, well, non, que pi est algébrique. Supposer que pi est algébrique, pardon. Évidemment, supposer que pi est algébrique, le contraire de transcendant, c'est pareil que supposer que i pi, i times pi, où i c'est la constante, la racine de -1, le nombre complexe racine de -1. Et ça pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est vrai? Donc pi est algébrique, on va supposer. Alors c'est équivalent à i pi est algébrique. Ça, c'est parce que i est algébrique. Et i est algébrique parce qu'il est solution de i carré plus 1 égale 0, qui est bien un polynôme à coefficient entier. Et comme a est un corps, le nombre des corps algébriques sur Q, on va le noter Q bar. Okay. Q bar est un corps. Donc, on va supposer que pi est algébrique, il appartient à Q bar. Par conséquent, si je prends un autre nombre algébrique, i times i multiplié par pi est algébrique, et je vous montre pourquoi i est algébrique ici. Et donc, évidemment, si i pi est algébrique, je le redivise par i, c'est un corps, donc pi est algébrique, c'est totalement équivalent. Donc, si i pi est algébrique, et c'est ça qui va nous intéresser, on peut trouver un polynôme qui annule i pi. C'est ce que j'ai mis là. D'accord? Et c'est un polynôme de degré d, le voici. AD, XD, plus, etc. égale 0. D'accord? Alors donc, ce polynôme-là, il a i pi pour racine, et puis on va noter θ2, θd, ces autres racines. On peut appeler les racines conjuguées de i pi. Alors maintenant, on a la relation de l'air, qui est une relation que beaucoup considèrent comme des plus belles relations des mathématiques. 1 plus e i pi égale 0. D'accord? Donc par conséquent, puisque θ1 égale i pi, le produit des 1 plus e puissance θ pour toutes les racines du polynôme minimal est nul. Remarquez bien comment on fabrique ici un produit symétrique, hein, et l'échangeabilité des produits. Donc c'est un objet très symétrique qu'on construit. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque est qu'on utilise la relation de l'air, hein, d'accord, pour se transporter dans le monde de Hermite avec l'exponentielle. C'est très important. Alors, les θi sont algébriques, évidemment, puisqu'ils sont solutions par hypothèse. Et donc, les AD, où AD est le coefficient dominant de plus haut degré, du terme de plus haut degré du polynôme, AD multiplié par θi est un entier algébrique. Qu'est-ce que c'est un entier algébrique? C'est simplement une solution d'un polynôme monique. Donc, le degré du terme de plus haut degré, c'est 1. D'accord? Et à part ça, on a des entiers. Par exemple, si un nombre est solution de, mettons, cette équation, ok, eh ben, c'est un entier algébrique sur Q. L'ensemble des nombres des entiers algébriques forme un anneau, pas un corps, mais un anneau, qu'on appelle A. Donc finalement, on a quoi? On a Q, le corps des rationnels, fraction rationnelle, qui est inclus dans le corps l'anneau des entiers algébriques, et qui est inclus dans le corps des nombres algébriques. D'accord? Évidemment, tout ça, c'est inclus dans C, dans le corps des nombres complexes. D'accord. Alors, maintenant, on va s'intéresser
aux exposants, si on développe cette relation-là, d'accord, on va s'intéresser de manière très logique. Puisqu'on s'était intéressé au polynôme en E, d'accord, vous remarquez que cette relation-là vous donne un polynôme en E, hein, le nombre E. Et les exposants, en fait, les exposants que vous allez trouver seront de cette forme, d'accord? Donc on va appeler bêta tous les nombres qui sont des exposants de cette, de E dans ce produit, le produit P ici, d'accord? Évidemment, ce sont des exposants puisqu'on a chaque fois 1 ou, une puissance de E, d'accord? Tous les exposants sont de la forme epsilon puissance epsilon 1 puissance θ fois θ1 plus epsilon 2 fois θ2. Donc une combinaison des θ, hein. Si vous avez par exemple, vous avez θ1 plus θ3. Vous avez θ2 plus θ3 plus θ5, par exemple, et cetera. D'accord? Donc vous pouvez oublier parfois des θ, ça c'est quand les epsilon sont 0. Les epsilon sont soit 0, soit 1. Puisque 1 est égal à E puissance 0, il va y avoir évidemment des epsilon qui vont pouvoir être 0. Appelons ça 1 égale E puissance 0. 1 égale E puissance 0. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, parmi tous ces exposants, on va regarder uniquement les n exposants qui sont non nuls. Et bon, en tout, on a 2 puissance d possibilités pour ces exposants. Évidemment, puisqu'on a un 1 ici dans le produit, il y a au moins, enfin, n n'est pas égal à 2 puissance d. Le nombre d'exposants non nuls n'est pas aussi grand que 2 puissance d, puisqu'il y a au moins quelques exposants, au moins un exposant non nul. Donc 2 puissance d est strictement supérieur à n. D'accord? Par conséquent, on voit que ce produit P s'écrit en fait de cette manière. Donc, comme une constante, 2 puissance d moins n, plus, et ensuite une somme de puissance. Mais attention, et j'insiste là-dessus, ces puissances-là ne sont pas des puissances entières, hein, puisqu'on a, on a E puissance alpha 1, et les alpha i, alpha 2, alpha n sont, comme je vous l'ai dit, des combinaisons des racines conjuguées du polynôme minimal de i pi. D'accord? Voilà. Donc, et c'est ça notre point de départ, hein. Et c'est essentiellement, on peut dire que c'est un quasi-polynôme en E. D'accord? Et donc on peut sentir que c'est ce quasi-polynôme ici qui va nous poser problème. Donc il va falloir créer une contradiction à partir de ce quasi-polynôme. Et c'est le but de la démonstration. OK? Donc, on fait essentiellement la même construction que pour la transcendance de E. On va construire ce polynôme ici-là. D'accord? Donc AD puissance NP, X puissance P moins 1, etc. Vous voyez que c'est la même construction, mais on a maintenant, au lieu de prendre les entiers de 0 à m, on prend maintenant les nombres 0, certes, mais aussi les n racines conjuguées de polynôme minimal. Pas les exposants, pas les exposants les exposants dans le produit, d'accord, les alpha i. Donc c'est comme ça qu'on construit le polynôme f, d'accord? Et maintenant, on va s'intéresser à la quantité j qui est la somme des i de alpha, d'accord? C'est ça qui va être notre quantité pivot. Alors je vous rappelle maintenant ce que j'appelle i ici. Donc j égale i de alpha 1 plus i de alpha 2, etc. D'accord? Plus i de alpha n. OK? Alors je vais simplement vous rappeler comment on construit i. Alors ici, on va construire i comme ça. C'est une construction exactement similaire à la précédente. Donc i de t, c'est intégrale de 0 à t
de e puissance t moins x f de x dx, d'accord? Et on a essentiellement la même formule que l'on avait vue tout à l'heure. D'accord, attention aux notations, c'est un petit peu différente, mais on a essentiellement une relation entre i de t et e puissance t, et cette fonction f ronde ici, d'accord, qui est simplement la somme des dérivées de petit f, d'accord, et appliquée soit en 0, soit en t. D'accord, donc c'est ça i de t. C'est notre intégrale. Alors, d'une part, on a une expression intégrale continue, et d'autre part, on a une expression, on va dire, discrète, comme une somme discrète. Et donc, on peut manipuler cette intégrale i de t via la somme des dérivées de f qu'on renomme simplement f ronde. D'accord? OK. Bon. Donc, on reconnaît exactement le même genre de raisonnement qu'avant. Donc, on va maintenant écrire cette fonction grand J, enfin cette quantité pivot, donc J, d'accord. Alors, essentiellement, on va arriver à une contradiction sur J. Hein. On va montrer qu'à la fois J est un entier positif et que J peut être rendu aussi petit que l'on veut. C'est ça l'idée. Hein. On va obtenir une contradiction sur J. Alors, comment est-ce qu'on peut simplement écrire J d'après ce que je viens de vous montrer, la formule que je viens de vous montrer, essentiellement intégration par partie. On peut écrire J sous cette forme-là. C'est f de 0 moins b, alors f c'est f ronde ici, et voilà. D'accord? Alors là, on a... Alors, la constante c n'est pas nulle, très important, on en a déjà parlé, hein, puisque c'est n moins 2 puissance d. Et par contre, par rapport à la preuve de transcendance de E, puisqu'on avait une expression totalement similaire, par rapport à la preuve de transcendance de E, on a un problème ici parce qu'il n'est pas clair que ces nombres-là soient des entiers. Hein, la somme de k égale 1 à n de la dérivée jm de f prise en alpha k, pourquoi est-ce que ça serait un entier? C'est pas clair du tout, étant donné que alpha k n'est pas un nombre simple du tout. Hein. Alpha k, rappelons-nous, c'est pas un entier ici, c'est un nombre beaucoup plus compliqué, c'est l'exposant. C'est un exposant, et ces exposants sont des combinaisons, des 0,1 combinaisons linéaires des racines conjuguées de pi dans le polynôme minimal. Donc on ne sait pas si ce nombre est un entier. Mais pour le reste, on a encore nos dérivées qui sont nulles et une dérivée qui n'est pas nulle. Donc ici, on a effectivement tout un cortège de relations très simples et qui sont totalement équivalentes à ce qu'on avait avant. Donc ici, les dérivées, pour tous les j strictement plus petits que p, la dérivée jm de alpha k est égale à 0. Rappelons que p est toujours on va dire un entier qu'on se permet de modifier à notre convenance. Ici, fj de alpha k, les dérivées jm de alpha k sont congrues à 0 modulo p factoriel, c'est la deuxième propriété. En 0, c'est vrai aussi, mais il faut que j soit différent de p-1. Et ici, la dérivée p-1, p-1e est congrue à 0 modulo p-1 factoriel, mais n'est pas divisible par p pourvu que l'on choisisse p premier assez grand, plus grand que AD multiplié par le produit des alpha n. Okay. So, c'est la clé ici, c'est vraiment une propriété clé ici. C'est là que l'on choisit p, d'accord? On choisit p pour éviter
que, c'est vraiment très important, donc on choisit P pour que, on choisit P premier assez grand, plus grand que AD, le coefficient dominant du polynôme minimal, fois le produit des alphas, d'accord? Et aussi plus grand que n moins 2 puissance d, hein, et on le choisit pour que la dérivée p moins nième de f, petit f en 0, ne soit pas divisible par p, tout en étant congru à 0 modulo p moins 1 factoriel. Alors on déduit de tout ça que, premièrement, J n'est pas nul, ne peut pas être nul, parce qu'on ne peut pas compenser, on ne peut pas compenser les termes de J de manière à ce que J soit 0 à cause de ses propriétés des résidus, modulo P et modulo P moins 1 factoriel. On en déduit que J est divisible par moins 1 factoriel, d'accord? Parce que tous les termes sont divisibles par P moins 1 factoriel. Et donc, en combinant 1 et 2, on en déduit que J explose, que J est plus grand que P moins 1 factoriel. Et pourtant, J ne peut pas exploser parce qu'en faisant le même raisonnement que... Alors, explose parce que la croissance de la factorielle est plus grande que toute croissance polynomiale. C'est pour ça que je dis explose. Et pourtant, J n'explose pas, c'est-à-dire que J a une croissance polynomiale en P, d'accord? Ça, c'est facile à montrer en majorant chaque I exactement de la manière dont on l'avait fait pour exactement de la manière dont on l'avait fait pour la preuve de la transcendance de E. D'accord? Donc on arrive finalement à une contradiction, puisque J doit à la fois être plus grand que P moins 1 factoriel, pour n'importe quel P assez grand, et aussi être plus petit que C, avec C une constante indépendante de P, et puissance P. D'accord? Ce qui est impossible, puisque P moins 1 factoriel va forcément dominer CP au bout d'un moment. Donc on ne peut pas avoir à la fois ces deux résultats. D'accord? Alors pour le reste, bon, ce sont des détails, hein, sauf une chose. Donc j'ai insisté sur le fait que, pour comparer les deux preuves, j'ai insisté sur le fait qu'ici, on avait des sommations dans la preuve sur sur E, hein, on avait des sommations sur les entiers, et dans la preuve sur pi, on a des sommations sur des nombres beaucoup plus compliqués. Et alors justement, pour moi, c'est ça vraiment la partie la plus, on va dire, la plus juteuse de la démonstration de ce théorème. C'est vraiment la preuve que ces nombres-là sont entiers. Alors, essentiellement, d'où vient cette preuve, hein? Alors, l'idée, c'est d'utiliser une propriété fondamentale qui est la propriété des polynômes symétriques. Alors, on dit qu'un polynôme est symétrique, tout simplement s'il ne change pas de valeur quand on applique n'importe quelle permutation de des variables. Donc, si vous avez un polynôme, on va dire, en 3 variables, hein, mettons que vous appelez ça, mettons que vous prenez P de x1, x2, x3, d'accord? Par exemple, x1, x2 plus x3 n'est pas un polynôme symétrique, puisque si vous échangez, mettons, 1 devient 2, 2 devient 3, et 3 devient 1, par exemple, vous prenez cette permutation, clairement, vous voyez que ça va vous donner un autre polynôme. Les valeurs vont être différentes, d'accord? Ça va vous donner x1 devient 2, 2 devient 3, et 3 devient 1. Vous voyez bien que ça et ça sont différents. Par contre, si vous prenez x1 plus x2 plus x3, par exemple, pour prendre un exemple simple de degré 1, d'accord? Évidemment, vous appliquez une permutation, le polynôme reste invariant.
Donc l'important, c'est le théorème fondamental et c'est ça qu'on va utiliser, le théorème fondamental des polynômes symétriques qui dit quoi? Qui dit que si vous avez un polynôme symétrique en ces variables, d'accord? Vous pouvez le réexprimer comme un polynôme de nouvelles variables qui sont eux-mêmes des polynômes élémentaires symétriques en les variables, d'accord? Donc vous pouvez finalement faire un changement de variable, en gros, et utiliser des polynômes élémentaires symétriques, en voilà un, d'accord? Vous pouvez construire de manière, similaire une base comme ça de ces polynômes, x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3 par exemple, ça sera le polynôme élémentaire de degré 2 et cetera, d'accord? Et tous ces polynômes élémentaires, il y aura une façon unique d'exprimer n'importe quel polynôme symétrique, sur cette base de polynômes élémentaires, d'accord? Voilà. Alors donc, pour démontrer que la somme ici, que ces sommes-là sont des entiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, ce théorème-là que je viens juste de vous énoncer, d'accord? Plusieurs fois. D'abord, on va remarquer que, ce polynôme-là, eh bien, la somme que vous voyez S est bien symétrique, d'accord? Dans les variables alpha k. D'accord? Donc puisqu'elle est symétrique dans les variables alpha k, vous pouvez l'exprimer comme polynôme élémentaire des des variables alpha k. D'accord? Et ces polynômes-là sont des polynômes à coefficient entier dans les AD alpha 1, dans les nouvelles variables AD alpha 1, AD alpha 1. Rappelons que les AD alpha I, hein, sont des entiers algébriques. D'accord? Si vous vous rappelez ce qu'on a dit. D'accord? Pourquoi? Et ça, ce sont des entiers algébriques et ils sont de la forme, pourquoi? Parce qu'ils sont de la forme AD multiplié par, rappelons-nous, les bêtas. D'accord? Et les bêtas sont de cette forme-là. D'accord? Et comme tous les θ sont algébriques avec un tous les θ sont les racines d'un polynôme, à coefficient entier du terme dominant AD, en multipliant par AD, vous obtenez les entiers algébriques. D'accord? Et les entiers algébriques forment un anneau. D'accord? Or, les fonctions symétriques des AD θi sont des coefficients minimales de AD et donc ils sont dans Z. Donc on a des entiers. D'accord? Donc on a finalement des combinaisons d'entiers. D'accord? Et après, on réitère cette idée, hein, de nouveau en regardant tous les bêtas, seulement, pas seulement en regardant les alphas, mais tous les bêtas. D'accord? Et pareil, on réapplique ce théorème. D'accord? Rappelons que les bêtas sont les exposants de ce produit. D'accord? Et donc, de proche en proche, comme ça, en utilisant le théorème des polynômes symétriques, en fait, 2 fois, on arrive à prouver que, ces expressions sont entières. D'accord? Ce qui est évidemment un élément vital de la preuve. Voilà, alors, comme cette vidéo a déjà 1 heure, je vais, m'arrêter ici. Évidemment, il y aurait quelque chose à dire sur, le théorème de Lindemann-Weierstrass. Donc, ici, on aimerait prouver, un résultat encore plus puissant, hein. Pour l'instant, on a prouvé la transcendance de E, puis la transcendance de π, mais on peut, par une démarche totalement similaire, montrer le théorème de Lindemann-Weierstrass. Rappelez-vous ce que ce théorème dit. Il dit simplement que, une combinaison linéaire algébrique d'exponentielles algébriques, ne peut être nulle que si la combinaison est nulle. Donc ça, c'est le théorème de Lindemann-Weierstrass et essentiellement,
ce sont les mêmes outils. On va utiliser les mêmes outils. D'accord? Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo où j'essaierai, en fait, de vous donner une justification une justification simple de l'approche de Hermite. Donc, je vous laisse sur cette question, OK? Heu, comment Hermite, a-t-il pu avoir l'intuition ou intuiter sa preuve, si vous voulez? Intuiter sa preuve, OK? Je peux pas vous répondre, disons, de manière absolument certaine, mais je vous donnerai un cadre, hein, qui vous montrera qu'il semblerait très logique que Hermite, en fait, se soit inspiré de ce cadre tout à fait et de ces questions tout à fait naturelles pour élaborer sa preuve. Voilà. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai parlé du problème de la quadrature du cercle. Je vous ai montré comment prouver, comment Hermite a prouvé la transcendance de E et comment Lindemann a adapté la preuve de Hermite pour prouver la transcendance de pi. J'ai évoqué le théorème de Lindemann-Weierstrass. J'espère que ce sujet vous a intéressé et je vous dis à bientôt.